Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes et j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une invitée pétillante, une invitée inspirante, une entrepreneure de cœur, Vesselina Malhomme. Alors Vesselina, pour la présenter, c'est une femme avec un parcours très riche, très atypique et elle est aussi spécialiste des femmes zèbres. C'est sur ce chemin-là qu'on s'est connues toutes les deux. Tu sais, ces femmes qui débordent d'idées, qui pensent vite, qui vivent tout intensément, qui aiment aller profondément et qui parfois peinent à passer à l'action, qui restent empêtrées dans la réflexion. Peut-être que ça te parle. Si ça te parle, tu vas adorer cet épisode du podcast. Avec Vesselina, dans cet épisode, on parle de potentiel, d'audace, d'hypersensibilité, d'oser être pleinement soi dans son business. Elle va nous partager son parcours, ses défis, beaucoup de clés aussi qui vont être très utiles pour toi. On va évidemment danser sur le fil de la joie, du jeu, de la spontanéité, de la légèreté, avec beaucoup de profondeur aussi. Tu sais, tout ce qui nous relie là. On va même parler de dog dancing. Je te laisse aller découvrir l'épisode. C'est vraiment un échange plein de pépites pour celles qui parfois se sentent en décalage dans le monde de l'entrepreneuriat et qui veulent conjuguer, tu sais, ces polarités comme ambition et authenticité, puissance et légèreté. Alors avant de plonger dans cette conversation extrêmement riche, j'ai une invitation pour toi. Tu sais que dans ce podcast, je te donne beaucoup. Et en même temps, ce n'est qu'un amuse-bouche par rapport au grand buffet auquel je veux t'inviter maintenant. Ce grand buffet, c'est le sommet Entreprendre hors des normes. Il arrive du 24 au 28 février. C'est la deuxième édition. Cette année, j'ai réuni pour toi 16 intervenantes, intervenants de renom, des experts internationaux qui vont te faire vivre vraiment. Je le sais parce que j'ai déjà enregistré les conférences avec eux. Ils vont te faire vivre une expérience extraordinaire. Et tu sais, c'est chez toi, puisque c'est en virtuel, et c'est entièrement offert. C'est mon cadeau pour toi, c'est leur cadeau pour toi. Alors, si tu es une entrepreneur prête à faire la différence par ta différence, tu sais que ça, c'est mon mantra, tu voudras t'inscrire à cette deuxième édition du sommet Entreprendre hors des normes. Dans la première édition, on avait déjà visé très haut. Cette fois, on vise encore plus haut en termes de transformation, d'impact, d'effet waouh. Je connais déjà les conférences et je t'assure que c'est de la bombe. Toi, tu as simplement à faire une chose, réserver ta place. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans les notes du podcast, sur mon site, sur mes réseaux sociaux. Prends ta place maintenant. Les conférences, tu en auras 3 à 4 par jour du 24 au 28 février. Et si tu as l'élan de partager cette belle nouvelle à d'autres femmes entrepreneurs qui, elles aussi, pourront bénéficier des richesses du sommet, merci infiniment de le faire et de m'aider à répandre cette belle nouvelle. Maintenant, plongeons dans ce magnifique podcast avec Vesselina Malhomme. Bienvenue Vesselina. Bien, merci Anne-Valérie, je suis ravie d'être là. Je suis très très heureuse de t'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Je sais déjà que ça va être une merveilleuse rencontre, un échange pétillant, assurément, puissant, certainement aussi.
Nous nous sommes rencontrés sur LinkedIn, Vessina, et outre le fait que ton expertise, c'est les zèbres, alias le HPI, et on va en parler amplement, ce qui m'a vraiment séduite, c'est ta joie, ton petit grain de folie, ton amour du jeu, ton appétence pour les expériences, pour la variété, cette spontanéité qui n'enlève rien aussi à la profondeur de ton propos, qui est dans le livre Ose zébrer, que j'ai eu la chance de lire, de découvrir, qui est un livre fabuleux. Je recommande à toutes les auditrices et les auditeurs. Et comme toute belle zébrelle, euh, que nous connaissons toutes. Tu as eu un parcours professionnel riche, fait de plein de circonvolutions, loin d'une carrière toute tracée. Je sais que tu as eu plein de métiers dans ta vie. Tu es entrepreneur depuis plusieurs années, 2006, je crois, il me semble avoir vu, tu nous diras ça. Et aujourd'hui, ton expertise, c'est d'accompagner les entrepreneurs zébrés. Tu nous en diras un petit peu plus. Et ce que j'aime chez toi, c'est que tu as une assise de coaching traditionnelle, mais tu amènes plein d'autres choses, notamment des méthodes ludiques, les cartes métaphoriques, etc. Un de tes mantras, c'est arrête de mûrir, commence à agir. J'adore parce que ça parle tellement de notre aspiration, voilà, personne atypique à mûrir, approfondir, réfléchir, et on en oublie d'agir. Donc, suite à cette petite présentation, Vessina, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ouais, Anne-Valérie, je te remercie pour cette présentation parce que tu vois, un peu de mots, oui, tu as fait le tour en fait de qui je suis ou qui j'ai envie, en tout cas de qu'est-ce que j'ai envie de vibrer. Alors il y a une chose que j'ai envie de partager, c'est que je suis russe. Et ça, pour moi, c'est important parce que toute cette culture-là, je l'amène aussi avec moi. Et cette adaptabilité à différentes cultures et quelque part une vision aussi de commencer ailleurs et commencer ici. Donc les zèbres partout, il y en a partout et ils sont pas pareils. Ça, c'est marrant. Oui, en fait, aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses atypiques. Quand je dis zèbre, on va peut-être en parler. Je mets beaucoup de choses dedans. C'est pas forcément que haut potentiel intellectuel, parce qu'il y en a qui ne savent pas s'ils sont au potentiel intellectuel ou pas et qu'ils n'ont jamais testé, jamais fait de test. Je les accompagne surtout effectivement pour sortir du cérébral, sortir de la tête des multiples idées et réaliser dans la matière quelque chose qui leur tient à cœur. Parce que souvent, ils restent dans les cogitations et ils sont frustrés de ne pas justement avoir des résultats concrets de tous les rêves qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce que ça concrètement apporte au monde? Donc, je les accompagne là-dessus. Effectivement. Et puis tout le reste, ce que tu as dit, c'est tout à fait ça. J'adore les méthodes ludiques. J'aime Yoga du rire que j'anime, qui est pour moi un outil. Les cartes, le coaching métaphorique, les jeux maintenant, beaucoup de joie. Effectivement, j'apporte dans les accompagnements. Pour moi, l'accompagnement, c'est pas creuser la tombe, c'est s'élever avec joie, plaisir, audace, voilà. Je fais plein de challenges, plein de trucs un peu comme ça, hein, qui amènent vraiment de l'action. Mm. Et comment est-ce que tu en es venu? Alors, je sais pas si c'est ton nom juridique, mais en tout cas, ton nom de marque, c'est Ose Zébré, que j'aime beaucoup. Comment est-ce que tu en es venu à créer cette marque-là et à arriver dans l'accompagnement, puisque j'ai bien compris que c'était pas comme la très grande majorité d'entre nous. On a eu une première vie, donc tu as eu même plus de multiples premières vies. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach et à créer cette marque-là? Alors, il y a deux marques même en plus. Aux Zébrés, c'est une marque à partir du moment où j'ai commencé à accompagner les zèbres. Mais j'ai aussi une autre qui s'appelle Moi et Heureuse. Ça, c'est encore autre chose. Au départ, je voulais accompagner les femmes en transition de vie, puisque moi-même, j'étais en transition de vie, avec des problématiques personnelles, les conflits avec mon compagnon, mon conjoint. Lui, il passait sa crise de mi-vie aussi, donc j'ai voulu, au départ, comment ça m'est venu? Au départ, je voulais l'accompagner lui parce que je voyais que c'était bien compliqué. Il a quelques années de plus que moi et il est plongé dedans un peu plus tôt que moi.
Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à me former au coaching. J'avais une période salariée entre mes deux entreprises. Euh, je coachais déjà en interne des responsables de magasins. On m'a permis de faire une formation sur mon temps de travail, même si c'est moi qui les finançais, sur mon temps de travail. Et c'est comme ça que je me suis lancée en coaching. Après, comment c'est né aux zébrés, puisque c'est ça la question, et moi je fais comme un bon zèbre, voilà, je suis partie sur le côté. Bah, c'est à ce moment-là, quand je me suis formée au coaching en 2020, que j'ai compris, en fait, j'ai fait un test et j'ai compris qui j'étais. Donc c'est assez récent et tout s'est imbriqué dans ma tête. J'ai compris qui étaient mes parents, pourquoi il y avait toutes ces difficultés. J'ai des parents qui sont des grands mathématiciens et physiciens. Il y a des chimistes dans les lignées. Voilà, j'ai compris qu'est-ce qu'il y avait de si particulier chez eux, pourquoi il y avait ce rejet, pourquoi j'ai vécu certaines choses. Et je dirais que c'est tout ça qui m'a amené à accompagner les zèbres parce que de l'intérieur, je les comprenais bien et j'aime bien en même temps modéliser, comprendre comment ça fonctionne de l'intérieur, voilà, comment ça s'imbrique, par quel mécanisme. Et ose zébrer, au départ, c'était ose vibrer, en vrai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que je voyais euh, l'accompagnement des personnes qui portent beaucoup de potentiel, beaucoup en elles mais qui n'osent pas l'amener au monde. Pour moi, c'est ça le sens de Ose Zébré. C'est comment je prends mon potentiel, comment je le comprends et comment je rends ce potentiel utile aux autres, comment je la... euh, oui, comment je vibre ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que à l'intérieur, c'est une chose, mais ça peut apporter énormément de valeur autour. Et c'est ça qui est aussi important, puisque les zèbres, on aime bien changer le monde. Donc, autant de changer le monde, et aux zèbres, pour moi, c'est, oui, comprendre et accepter ce qu'on est, passer de noir et blanc à la couleur, et aussi l'amener dans le monde, le vibrer dans le monde. Voilà, c'est comme ça. Et c'est intéressant parce que chez les femmes que j'accompagne, et on accompagne toutes les deux des entrepreneurs atypiques, c'est intéressant, j'observe moi aussi ce fossé, cette dissonance entre un potentiel extraordinaire et son incarnation, sa transposition dans le monde. Tu as mis ce verbe oser entre les deux, et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'oser sortir de l'intérieur et exprimer à l'extérieur. Pourquoi, selon toi, en particulier, les femmes, on va appeler zèbres, euh, ont-elles cette problématique avec ce verbe oser? C'est quoi les freins? Qu'est-ce qui les retient? Oh, quelle belle question. Quelle belle question. Je pense qu'il y a tellement... Alors, on ne pourrait certainement pas tout dire là ou maintenant, mais une des choses, et je remarque ça en France en particulier, parce que c'est pas partout pareil, c'est l'éducation. Il y a cette éducation qui dit euh, ne sors pas du lot, c'est dangereux. Une femme ne doit pas. Euh, Fais plaisir. Enfin voilà, il y a tout un tas de croyances, tout un tas d'injonctions, tout un tas de choses qui viennent de notre enfance et qui viennent de l'éducation. Mais ça, c'est peut-être pour tout le monde pareil. Sauf que chez les zèbres, pour moi, il y a encore quelque chose d'en plus qui est très puissant. Euh, comme on est en décalage et on se sent très tôt en décalage. Vraiment, déjà, petite fille, enfin, je ne sais pas toi, hein, Valérie, moi, j'avais très peu d'amis. Je sentais vraiment que même dans les conversations, même à mes anniversaires de petite fille de 5 ans, il y avait des choses qui, voilà, il y avait cette différence, je le sentais très tôt. Bah, du coup, on essaie, en fait, d'être comme tout le monde. On met énormément d'énergie pour ressembler aux autres, pour être aimé, pour être accepté, pour être pris dans les jeux, pour cheminer avec les autres, parce qu'on est, comme les zèbres, d'ailleurs, dans la nature, on est quand même des animaux sociaux, hein, et même si on aime notre solitude, on aime bien aussi être avec les autres. Enfin, c'est important pour nous. Et du coup, euh, comment faire pour être accepté d'une part,
enfin, comment faire pour être accepté? Ben, comment faire? C'est de cacher toute cette partie qui est différente chez nous et ne pas le montrer. Donc, quand on a fait peut-être 30 ans, parfois plus tôt, mais moi, je ne sais pas toi, mais voilà, mes clientes sont plutôt 50 Mm. ans. Donc, crise de mi-vie, voilà, 45 ans en moyenne. Quand on a vécu 45 ans dans cette vision de soi, dans cette vision de ce qui est bien, ce qui est pas bien et comment on peut être aimé, c'est pas évident de oser euh, ouvrir tout ça. C'est pas évident de s'autoriser, et j'utilise ce mot volontiers, s'autoriser à montrer qui on est vraiment. On a tellement peur que ça va nous arriver euh, dans la figure, que ça va nous arriver par des malheurs sans nom, qu'on va nous rejeter, qu'on va plus nous aimer, qu'on va perdre tous nos amis, qu'on va perdre notre position, l'argent, la famille, enfin tout. Donc oser, ça demande vraiment, c'est vraiment de l'audace que de s'autoriser finalement à se connecter à quelque chose qui est profond en nous et en plus le montrer aux autres. Waouh, ça, c'est un gros cheminement. Enfin, que c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Mm. Donc, ce que j'entends, c'est que oser, ça commence vraiment par se donner cette permission. Ces permissions, parce qu'il y en a, il y en a toute une série. Et est-ce que tu peux nous emmener avec toi à tes débuts d'entrepreneur, donc il y a quelques années de ça? Hmm. Quels ont été les grands défis auxquels tu as été confronté? Parce qu'aujourd'hui, tu es sur LinkedIn, il y a une aisance, il y a du pétillement, voilà, une magnifique énergie, mais j'imagine que peut-être au début, c'était pas tout à fait comme ça. En tout cas, moi, si on me ramène à mes débuts, j'étais pas du tout celle que je suis devenue. Donc, est-ce que tu peux nous faire vivre un petit peu ton cheminement des débuts? Carrément. Oui, carrément, parce que waouh, c'est pareil, ça m'amène en arrière. Mais oui, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur en 2006. Il faut dire que je suis arrivée en France en 99. Donc en 2006, je parlais pas beaucoup français. J'ai été à ce moment-là en marketing chez Danone, donc mon premier diplôme en France, puisque je n'ai, voilà, j'ai de multiples choses que j'avais faites. C'est un diplôme de master en marketing et communication. Et j'ai travaillé au marketing et les valeurs ne me correspondaient absolument pas. Donc ça a plutôt très mal fini pour eux et plutôt très bien pour moi puisque j'ai gagné au prud'homme. Et à ce moment-là, en 2004, mon fils, mon grand qui est aujourd'hui 20 ans, bah, en 2004, il est né. Et c'est ça qui a beaucoup changé ma vision de qui je veux être, pour qui je veux être, comment je veux être. Je voulais absolument pas me perdre dans les petites guéguerres au service marketing, voilà, ce genre de choses. Je comprenais même pas de quoi il s'agit. Je voyais pas le sens. En revanche, je voyais très bien le sens de ce que je peux apporter. Bah, là, en l'occurrence, en 2006, aux parents. Puisque mon première entreprise, c'était une boutique, un site de vente en ligne et un centre avec des ateliers pour les parents et les enfants. Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Effectivement, à cette époque-là, j'ai compris que être parent, c'était compliqué, cher, que je voulais pas forcément être parent comme ce qu'on montrait à la télé. Je voulais être parent naturel. Déjà à ce moment-là, je pensais couche lavable, les écharpes de portage, le cododo, etc. Enfin, plein d'autres choses que moi j'ai expérimenté. Et c'est comme ça que j'avais créé mon entreprise. En fait, très franchement, très marrant ce que tu m'as demandé. Mais à cette époque-là, je pense que j'étais complètement inconsciente. J'étais inconsciente parce qu'aujourd'hui, jamais j'aurais créé une structure de ce type. C'était déjà une société avec un local, avec donc location, bail 369, avec les horaires d'ouverture très larges, un site de vente en ligne que je gérais moi-même. Enfin, j'ai totalement tout découvert parce que j'ai personne dans ma famille qui est entrepreneur. En revanche, j'ai adoré la communication déjà à ce moment-là. Donc, j'ai commencé à communiquer sur Facebook. J'ai déjà eu la newsletter à cette époque-là, ma newsletter que je faisais dimanche soir après le coucher des enfants, enfin de l'enfant et puis des enfants parce que mon deuxième est arrivé en cours de route. Voilà, mes débuts en fait, c'était une lancée dans une aventure à tue-tête quelque part, enfin ou tête baissée, voilà, ça c'est mieux comme expression, tête baissée,
J'avais fait une formation en gestion, une petite formation avec Pôle emploi à cette époque-là, en compta. Et je me suis lancée. Et je me souviens, j'avais gagné en plus en prix en région, ce qui m'a permis d'avoir un prêt d'honneur. Enfin voilà. Donc en fait, je me suis engagée pour cette aventure sans vraiment me poser trop de questions. Ce qui est très rare pour un zèbre. Je pense que dans mon cas, c'est vraiment le sens qui me poussait, tellement il y a eu un décalage entre ce que je voulais apporter et ce que j'ai vécu dans mon première entreprise où je travaillais, que clairement, voilà, je voulais ouvrir les vannes et apporter tout ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais Si, si. Et c'est amusant, je souris parce que ton parcours de lancement de première entreprise ressemble tellement au mien. Où, pareil, ma première entreprise, j'avais les locaux, le droit au bail, des charges, du stock, des horaires, de contraintes, etc. Mais tout ce dont je ne veux surtout plus du tout aujourd'hui. Mais c'est tellement pas ce qui correspond à ce que je veux me donner à vivre. Et je m'étais collé tout ça. Comme s'il fallait vraiment faire l'expérience pour éprouver dans la chair que c'était vraiment ce que plus jamais je voulais. Mais il fallait passer par là. Et même parcours, tu vois. Alors moi, ça a duré beaucoup moins longtemps parce que ça m'a mené assez rapidement à l'hôpital tant c'était désaligné. Mais je souris parce que c'est exact pareil. J'ai foncé c'est tête baissée, en mode on y va, coûte que coûte, faut que ça marche. Et du coup, en t'écoutant, je me disais, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il y a un peu deux profils, des profils comme nous qui vont foncer coûte que coûte, l'appel du sens, le goût du défi, du challenge, je pense que tu dois avoir ça aussi comme moi, l'envie de se dépasser, d'aller extraire ce potentiel qu'on connaît, etc. Et puis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs zèbres qui vont être tellement dans la perfection, la tergiversation, la réflexion, vouloir tout faire au-delà de l'excellence, mais vraiment dans des standards d'exigence excessifs, que c'est la procrastination et qu'il ne se passe rien. Et on aime bien de toute façon la pensée binaire et les extrêmes dans notre paysage, mais est-ce que tu as l'impression de voir ça aussi? écoute, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je réponds déjà, enfin, je vais commencer par réagir sur ce que tu disais. C'est exactement ce que tu disais. Aujourd'hui, je ne veux pas ce que j'avais fait. Ça, c'est première chose et c'est comme ça qu'est née mon entreprise qui est complètement en toute liberté. J'ai aucun bail, je travaille de chez moi. Enfin, c'est exactement ça. Parce que les samedis pendant 9 ans, j'en veux plus. Les samedis au travail de 10 heures à 19 heures, moi, c'est 9 ans que ça a duré. Et si je ne suis pas allée jusqu'au burn-out, enfin, je suis allée jusqu'au burn-out, mais j'ai eu beaucoup de soutien de mon mari. Donc, grâce à ça, je n'ai peut-être pas atterri à l'hôpital, mais je me suis dit plus jamais ça, ça c'est certain. Et pour répondre à ta question, je pense que oui, euh, enfin, oui, il y a ces deux profils, mais je pense qu'à différents moments de la vie, on peut être dans l'un ou l'autre. Enfin, moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça. C'est-à-dire que si le sens est touché, si le pourquoi est vrai, si le pourquoi, la flamme est là, on va y aller tête baissée et on va faire parfaitement à la hauteur, etc. Et c'est pour ça qu'on va aller jusqu'à l'hôpital, justement. C'est qu'on va en fait se donner cet objectif tellement grand, tellement norme, pour soi, hein, exigence tellement importante qu'on va y aller jusqu'au bout, tête baissée et jusqu'au bout. Je me souviens encore, comme tu l'as très justement dit, il fallait que ça marche. Au bout de 3 ans, ça marchait pas, compte courant d'associés, enfin, etc. Donc ça, il fallait que ça marche et ça a marché. Mais je me suis accrochée, c'est clair. Euh, les personnes comme tu dis très justement, réfléchissent beaucoup, pas peaufinent et ne vont pas à l'action, j'ai parfois l'impression que c'est juste pas le moment encore. C'est comme s'ils n'avaient pas saisi le train qui à un moment donné va passer dans leur tête ou dans leur cœur ou quelque part, cette flamme, ils n'ont pas encore trouvé. Mais à partir du moment où ils le trouvent, ils se lancent aussi de façon assez puissante. Aujourd'hui, oui, j'ai les deux profils sous les yeux, mais j'ai comme vraiment l'impression que ça peut être le même en fonction de moments de leur vie. Voilà. Et pour toi, Vesselina, quels ont été
tes plus grands défis, les plus grands obstacles à surmonter, et choses peut-être sur ton parcours d'entrepreneur qui auraient pu te faire flancher, qui peut-être d'ailleurs t'ont fait mettre un genou à terre parfois, et puis tu es là, on parle, ça va. Mais j'imagine qu'il y a eu des gros défis aussi. On en a toutes, qu'on soit Hmm, zèbre ou pas. Est-ce que tu peux nous en parler? oui. Alors, j'ai eu un grand défi. Le premier dont je peux parler parce que je suis russe, c'est la langue. La langue et le langage et comment on se perçoit. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre et je l'ai publié, mais ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Et quand je suis arrivée, je parlais absolument pas. Et je suis toujours en train de parfois mélanger les articles et parfois prononcer il pour elle ou elle pour il et plein d'autres choses. Donc ça, c'est un énorme défi quand on est perfectionniste, première de la classe, comme moi j'étais, littéraire en plus. Le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, et ça me fait de l'émotion, ne pas pouvoir s'exprimer à la hauteur que ce qu'on veut, c'est super, c'est un super défi. En fait, je pense que j'ai trouvé une clé qui m'a beaucoup aidée, que je partage avec mes clientes par rapport à ça. C'est en fait quand on oublie qui on est, qu'est-ce qu'on fait, mais qu'on se concentre sur la valeur qu'on apporte, on n'a plus ce regard critique sur soi. Et moi, c'est ce qui est, voilà, c'est ce qui est quelque chose qui m'amène aujourd'hui de pouvoir parler plutôt facilement de partout. Et tu vois, même là, vidéo, audio, je me sens très bien parce que je pense que je l'ai accepté et je pense que ça peut apporter de la valeur. Ça, c'est le premier défi qui m'était vraiment donné je pense qu'aujourd'hui, dépassé, en tout cas, j'en ris maintenant. Voilà, j'en ris maintenant et je me sens très bien avec ça. Et il y en a eu plein d'autres. Par exemple, un autre défi que j'ai dû dépasser aussi, et je partagerai si tu veux aussi ma clé, comment je l'ai fait, c'est de créer une communauté. Euh, Me mettre en partenariat avec les autres, travailler avec les autres. Je suis cavalier seul, très long. Enfin, j'ai toujours été, je pense, enfin, à l'école, j'ai été cavalier seul. Après, j'ai peu d'amis, j'ai eu peu d'amis longtemps. Mes amis, en revanche, sont de très longue date. J'ai encore des amis d'école que je vais voir en Russie pour les... voilà, on est toujours en contact plutôt très très proche, beaucoup de proximité, mais j'ai pas eu cette facilité, j'ai jamais eu cette facilité euh, d'amener les gens quelque part, de créer quelque chose, d'organiser. Voilà, je suis pas du tout dans ce rôle-là, je me voyais absolument pas. Et, et je pense que c'est mon entreprise, en fait, Bon Plan de Maman, ma première entreprise qui m'a montré qu'il n'y a pas besoin de plus. En fait, qu'il n'y a pas besoin de quelque chose d'exceptionnel, être charismatique ou des réseaux, être sur les réseaux sociaux, ou que sais-je. Enfin, il n'y a pas besoin de méthode ou d'être doué pour ça. Il suffit de vouloir apporter de la valeur. Ça aussi, c'est marrant parce que je viens de penser que c'est exactement la même clé finalement. Voilà, c'est une étincelle là, comme ça qui s'allume en me disant, oh, mais en fait, c'est la même clé. Mais oui, en fait, à partir du moment où on apporte de la valeur, on crée autour de soi une communauté qui nous ressemble. Si on est soi-même, bien sûr, si on monte tel qu'on est. Et je l'ai expérimenté avec ma première entreprise, avec ma seconde et j'ai été pendant 4 ans coordinatrice femme des territoires à Orléans. J'ai créé cette coordination parce qu'il n'y avait rien en région centre et que je voulais apporter de la valeur. Donc, c'est pas parce que je suis spécialement douée pour ça. Il y a eu déjà, enfin, il y a eu des défis organisationnels et comment me positionner. Enfin, il y a plein de choses par rapport à ça, comment créer des liens. Mais je crois que c'est la valeur que je pouvais apporter qui primait. Et finalement, ça s'est fait. Et je me rends compte que ben, j'aime ça en fait. J'aime créer des liens. Finalement, si je suis prof d'histoire de la littérature par premier diplôme, bah, c'est aussi pour créer des liens, pour approcher des gens, pour les mettre ensemble. Enfin, il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais c'était très difficile pour moi. Et c'est encore très difficile. Je réfléchis parfois comment je dois tourner les phrases parce que je sais que je suis directe, je sais que je suis droite. Parfois, je dis des choses à la russe encore.
et on ne devrait pas le dire comme ça. Enfin, voilà, il y a encore plein de choses comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'anime un atelier qui est un atelier sur le charisme naturel, le charisme qui n'est pas un charisme qu'on pense être bien, mais comment on peut créer des liens en étant soi-même, en fait, puisque c'est quelque part ça aussi dont il s'agit. Ouais. Merci pour tout ce que tu amènes là. Je bois du petit lait. C'est du pain béni pour accumuler quelques expressions. Parce que là, quelque part, tu dézingues quelques idées reçues qu'on peut avoir. Déjà, je vois beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont tellement à se dire, il faut que je parle bien, que j'ai les bons mots, la bonne voix, le bon ton, que je porte le bon message. Et toi, ce que tu me montres, c'est que voilà, tu parlais même pas français en arrivant. Et, tu as ce charmant accent et tu t'autorises peut-être à faire des fautes. Alors, pas là, j'en ai pas capté une seule. Je trouve que tu écris merveilleusement bien. Ton livre est très, très bien écrit. Mais je mesure le défi énorme que c'est, et toutes les peurs que tu as pu avoir à traverser. Et cette idée de faire cavalier seul, ça parle tellement de moi et aussi de cette identité que nous sommes beaucoup à à nous donner et nous renforcer et nous forger que voilà, on est tellement différentes qu'on n'est pas capable d'être en relation. Il m'est même moi arrivé de penser que j'étais pas capable d'aimer les gens. C'est terrible en fait. Que je savais pas être en relation avec les autres. Et bah, quand on est entrepreneur, c'est un sacré caillou dans la chaussure. C'est pas le petit caillou, c'est le rocher dans la chaussure, ça. Et ce que tu me montres, et c'est magnifique, c'est que ce ne sont que des identités qu'on a choisies à un moment et qu'on peut transformer et qu'on a chacune une manière d'être en relation parce que nous sommes des êtres de relation et que j'ai fait récemment un épisode du podcast sur extraversion, introversion, ce côté timide, sauvage, qui est tellement le mien et qui m'a freiné et retenu très longtemps. Et je crois que comme toi, on est arrivé à peut-être un peu de maturité de l'âge aussi, je ne sais pas. En tout cas, de maturité entrepreneuriale, certainement. On arrive à un stade où on se dit, bon, il suffit voilà, que je me mette un petit peu en lumière, que je parle tel que je suis, et cela suffit. Et ça, c'est tellement soulageant, en fait, qu'on en arrive, je crois, à pouvoir habiter cet espace-là. J'aime bien ton mot soulageant en Valérie. Je parle beaucoup de déculpabilisation. En fait, on se sent coupable d'être pas comme on voudrait, pas comme à la hauteur, pas cette exigence comme on veut, comme on pense être bien en fait, comme on pense qu'on devrait être. Et déculpabiliser et se dire, bon, bah, et avec ce que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas des choses géniales que je peux faire et peut-être que c'est même encore mieux parce que au moins je suis pas à marcher sur les pointes des pieds de quelqu'un d'autre tout le temps. Et en fait, ouais, se déculpabiliser, s'autoriser et se lâcher un peu la grappe finalement. Je parle beaucoup de ça maintenant. Je suis moi-même encore loin du compte que je me suis fixé de me lâcher la grappe. Dieu sait à quel point. Mais oui, j'arrive à me lâcher la grappe, quand on arrive à se lâcher la grappe, je crois qu'on arrive à vibrer ce potentiel, on arrive vraiment à le, à rendre le monde coloré, quoi. Enfin, je ne sais pas comment le dire encore. Ouais. Je sais que tu vis aussi beaucoup dans un univers de couleurs, haut en couleurs, chatoyant, chamarré. Et dans tout ce que tu transmets, il y a aussi le thème de l'hypersensibilité qui t'est cher, et pas par hasard non plus. Et je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se retiennent à cause de cette hypersensibilité, où elles se sentent fragiles, trop vulnérables, et du coup elles ont moins d'énergie, elles risquent plus d'être blessées. Comment est-ce que tu vois, toi, ce chemin possible quand on a ce trait-là, quand on porte ce trait qu'est l'hypersensibilité? Et en quoi c'est un cadeau? Parce que je suis convaincue que ça en est un. Qu'est-ce que j'aime ta question? J'aime ta question parce que tu vois, c'est marrant que tu me la poses celle-ci. Je suis en train de préparer un atelier pour après-demain sur le cadeau d'hypersensibilité dans le monde du travail. Euh, je vais raconter une histoire. Comment moi, à partir d'où je l'ai accepté sur moi, enfin pour moi. J'étais
j'étais manager d'une équipe de vente chez Ikea. Je suis passée aussi par cette expérience-là et je devais faire des entretiens individuels, comme tout manager qui se respecte et même par obligation. Et, euh, et très souvent, j'ai remarqué quand j'avais une équipe assez grande, donc j'en faisais assez régulièrement. Je remarquais que j'avais des larmes aux yeux quand je parlais de ce que la personne a su réaliser, des choses positives. Ah, ça va monter. Mais c'est bien. Ouais. En fait, aujourd'hui, je pense, digression, aujourd'hui, je pense que quand ça vient, par exemple, cette sensibilité émotionnelle, là, ce que je sens, c'est que c'est vrai. C'est que mon cœur, il est vivant et c'est du vrai, du vrai. Je suis contente de l'avoir parce que ça veut dire que je suis moi-même. Et donc, en racontant cette histoire-là, je continue. Et en fait, voilà, je sentais que ça montait. Et j'étais tellement empathique, j'étais tellement dans ce que la personne ressentait, ce qu'elle me disait, etc., comment elle vivait, que ça montait émotionnellement. C'était compliqué à gérer pour moi parce que le manager ne peut pas. Le manager ne peut pas, il n'a pas le droit d'aller à des sensibleries, il n'a pas le droit d'être trop empathique non plus. Enfin voilà, c'était les croyances que j'avais à ce moment-là. Et à un moment donné, en fait, c'était trop lourd. C'était juste trop lourd. Je pouvais plus l'étouffer. Je pouvais plus cacher. Et puis de toute façon, on voyait. On voyait que j'étais touchée. On voyait que, bah, comme là, que je suis, que je cherchais les mots, que j'étais émue ou quoi. Et à un moment donné, j'ai juste lâché la grappe là-dessus et j'ai commencé à dire, je le disais, ah, ça me fait de l'émotion, ou ah, tu m'as touché, ou enfin, des mots en fait qui correspondaient à ce que je ressentais. Et ça m'a libérée, en fait. Ça m'a tellement libérée, moi, et j'ai compris que c'était ça aussi la clé. J'ai réussi à construire une équipe formidable. J'ai encore des cartes que je reçois encore. Alors, ça fait des années que je suis partie, ça fait plus de 6 ans maintenant. Et en fait, c'est cette sensibilité que j'avais et que finalement les autres avaient aussi, mais avaient peur de montrer, qui a fait que c'était un ciment de l'équipe. Donc, est-ce que ça te parle, ça, comme expérience? Euh, je pense que c'est par expérience, en essayant de tout mettre dans le bocal couvert par-dessus, qu'à un moment donné, je me suis aperçue enfin, il fallait faire tout le contraire, que ça pouvait être vraiment un cadeau. Et c'est un cadeau parce qu'aujourd'hui, je parle de charisme émotionnel. Par exemple, on arrive à créer des super liens quand on est dans nos sensibilités. Personne ne peut le créer mieux que nous. Personne ne peut créer des liens comme nous, on peut le faire en allant tellement en profondeur, en connectant tellement bien avec les autres. C'est un, c'est juste, c'est pas juste un cadeau, c'est un Graal en fait pour moi Mm. aujourd'hui. Surtout quand on est entrepreneur dans l'humain. Surtout quand on est, et j'en connais peu de zèbres dans le compta. J'en connais beaucoup dans l'humain. J'en connais beaucoup de banquières ou comptables qui se reconvertissent dans l'humain. Pourquoi ils le font? Bah, y compris parce que cette sensibilité, elle a besoin de sortir comme je sais pas moi, la fontaine d'Aphrodite, tu vois. Je pense à ça, jaillir. Ça me fait penser, tu sais, au film, je sais pas si tu connais Mamma Mia que moi je kiffe vraiment beaucoup, j'adore, je danse, je chante, enfin voilà. Et du coup, quand il y a cette fontaine là qui casse les dalles et qu'il y a toute une fête, enfin voilà, pour moi la hypersensibilité, c'est ça. Si on la laisse jaillir, cadeau. Mm. J'aime beaucoup. Comme toi, je suis très visuelle, évidemment. Là, d'ailleurs, je fais plein de mouvements dans le podcast. On ne verra pas, mais s'il y a la vidéo, ça se verra. Et ce jaillissement que tu évoques de la fontaine, ça parle d'énergie. Cette énergie qu'on a le plus souvent quand on a ces profils-là, une énergie vraiment vibrante, vibrillonnante, jaillissante, et avec son côté évidemment d'ombre ou sombre, qui est l'excès qui peut nous mener, et je vois beaucoup d'entrepreneurs atypiques à l'épuisement, au burn-out,
et sans aller même jusque-là, une grande fatigue profonde, chronique, etc. Euh, Quels sont, toi, les garde-fous et les garde-folles que tu as mis en place pour toi? Parce que j'imagine que c'est un travers que tu peux avoir aussi. Et je te vois aujourd'hui, tu voyages, tu as une vie spacieuse quelque part dans cet espace que tu t'accordes. Tu parlais tout à l'heure de ta vie d'avant, où c'était 6 jours sur 7 et le samedi, etc. Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour arriver à réguler ce champ de l'énergie? La question, cette question-là, Valérie, elle est fondamentale, je pense. En fait, elle est fondamentale pour moi. Je pense aujourd'hui que chaque entrepreneuse devrait se la poser, cette question. Vraiment, vraiment, avant d'arriver à la ligne rouge, avant d'arriver au bout, hôpital, épuisement, manque de sens, etc. Moi, ça m'est arrivé étonnamment dernièrement après la publication de mon livre. J'ai eu une chute phénoménale de tout. J'ai pas fait de promotion de mon livre comme je l'aurais voulu parce que j'ai pas pu. Et je remonte que maintenant, et d'ailleurs, une des choses que j'ai pu, du coup, que j'ai mis à flot après ça, après cette expérience, c'est l'alchimie de l'efficacité. Comment être efficace autrement. Et donc, garde-fou, garde-folle, et j'adore cette expression, je le dis très souvent. Euh, une des choses que j'ai mis en place depuis déjà un bout de temps, vraiment importante, et je pense que c'est l'une des choses que je me suis dites quand j'avais lâché ma première entreprise. J'adore voyager, tu l'as dit, j'aime beaucoup ça. Donc moi, aujourd'hui, mes vadrouilles, j'appelle ça des vadrouilles, je me les planifie avant le reste. C'est-à-dire, j'ai déjà pris les billets pour Québec 2 semaines en septembre 2025. Les Waouh! billets sont prêts. Ah, ça, c'est de la vadrouille planifiée, hein? Ah oui, 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 mais parce que bon, 2 semaines et pas 5 jours et que loin, etc. Donc là, en fait, les billets sont pris et les choses commencent à se réserver. La vadrouille suivante à Moscou, je l'ai réservée il y a plusieurs mois. Je pars à Moscou là en novembre. Là, je viens de revenir de Croatie. Effectivement, en fait, je place d'abord ces espaces où je m'évade. Hmm. J'en ai besoin pour ma créativité, j'en ai besoin pour mon sommeil, j'en ai besoin pour le repos tout simplement physique, mental, émotionnel. J'ai besoin de m'inspirer, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de me connecter des réseaux. Ça, en fait, ça c'est une des plus grosses garde-folle que je me suis fait, je me suis rendu compte que c'était impossible. Je suis bulldozer hein, d'énergie. C'est-à-dire, voilà, je peux aller, je peux casser les murs. Après, je me fais un peu bobo au front, mais je peux le faire. Voilà, j'ai une capacité de travail. J'avais une capacité de travail assez phénoménale. Beaucoup moins maintenant, parce qu'il y a je pense qu'il y a une sorte de ligne rouge que j'ai dépassée. Et aujourd'hui, je sens beaucoup plus vite arriver des signes que j'aime pas. Je vais parler peut-être des signes aussi, quelques signes. Mais voilà, ça c'est une clé. En tout cas, les vadrouilles et les mettre comme des gros cailloux. Tu sais, cette image de d'abord mettre des gros cailloux, ensuite des petits cailloux, le sable, etc. Bah, pour moi, ce sont des gros cailloux. Clairement, avant mes programmes, avant les coachings, avant tout le reste, je planifie mes vadrouilles et je les fais. J'essaie de faire tous les mois. 3, 4, 5 jours tous les mois, tous les 2 mois maximum. Donc là, je sais que décembre, janvier, j'aime pas les vacances scolaires, j'aime être hors du temps, hors des autres. Enfin voilà, donc je planifie ça souvent hors saison. Ça veut dire que là, octobre, novembre, et après, ça va être février, mars, avril, jusqu'en juin, je vais y aller tous les mois. Mon entreprise, là, telle que je l'ai créée, c'est une entreprise aussi digitale. C'est-à-dire, Hmm. je n'accompagne qu'en digital. C'est un choix. Et une des choses pourquoi je fais ce choix, c'est cette possibilité du coup de travailler de n'importe où. Et ça, j'adore. J'ai dans mes plans de travailler 6 mois en Crimée, ma Crimée en Russie, enfin mon bout de paradis, euh, passer mon temps là-bas, être au bord de mer et travailler comme ça. Donc ça, c'est vraiment dans mes idées, ma vision des choses et tout. Ça, c'est garde-folle importante et qui m'importe, mais tellement, mais tellement. Euh, quand je ressens une manque par exemple, d'efficacité ou plutôt de manque de créativité, qui est chez moi assez rare, c'est que voilà, c'est un signal, ding, 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 ding. Il faut que tu poses là, si tu n'as pas de vadrouille en vue dans la semaine qui suit, tu vides une journée minimum, et tu vas aller voir une roseraie, tu pars à Paris, enfin,
un truc, j'ai un chien, donc j'ai une grosse chance d'avoir un chien. Donc, tu pars quelque part avec ton chien, enfin, tu fais quelque chose pour te déconnecter. Et d'ailleurs, une deuxième chose que j'ai mis en place, si je devais partager que deux, hyper importante, je marche tous les jours dans la forêt avec mon chien, tous les jours. Mon chien a 11 ans, donc ça fait 11 ans, tous les matins, parfois le soir. Parfois, là, j'ai envoyé tout le monde en Égypte, des miens, donc ça va être 3 fois par jour. Je vais aller marcher dans la forêt en me déconnectant de tout. D'ailleurs, souvent, je fais mes vidéos en marchant aussi dans les bois. C'est mon univers parce que je suis vraiment beaucoup. Je pense que je passe au moins 2 heures en marchant par jour dans la forêt. Et ça, c'est la nature plus la marche plus l'animal. Bon, bah, voilà, ça c'est une autre, ma clé, ouais, ma clé aussi. Hmm. Je vois que nous partageons les mêmes. Les vadrouilles, les voyages, la nature, et en effet de positionner en grande priorité ces escapades salutaires dans nos agendas. Et je suis allée évidemment farfouiller sur ton site pour préparer ce podcast et j'ai vu que tu as plein d'intérêts, plein de centres d'intérêt. Et alors, il y en a un qui m'a vraiment intriguée et là, tu m'amènes à faire un lien en parlant de ton chien. J'ai vu le dog dancing. Qu'est-ce Oui. que c'est que le dog dancing? Oh, ça c'est. Oh, tu vois, je sais que tu prépares un TEDx. Et moi, un jour, je voulais faire un TEDx à Orléans. Je ne l'ai pas fait pour une raison que je pourrais te partager en privé ou oh, je pourrais le partager. En fait, j'ai pas aimé l'accueil qui m'était fait en premier rendez-vous. C'était très froid et j'ai stoppé l'aventure net. Hmm. Mais un des jours, enfin, le thème que je voulais amener à ce TEDx, c'est cette histoire avec mon chien. Dog dancing, c'est une discipline canine qui est en fait de l'éducation canine où on met en musique une chorégraphie. Une chorégraphie avec un chien. Et Donc tu danses, toi, avec le chien ou c'est le chien tout seul? c'est le moi avec le chien. Oh, je ne connaissais pas ça. Je suis fascinée. Voilà, en France, ça s'appelle hobby rythmé, obéissance rythmée. Il y a des concours qui s'organisent. Il y a un Grand Prix de France et j'étais au Grand Prix de France. Enfin, j'ai des coupes plein la maison. Donc c'était une aventure que en fait j'avais commencé avec ma chienne bah, il y a du coup depuis 10 ans, puisque toute petite, c'est une chienne zèbre. C'est de race berger australien. C'est comme tous les bergers, c'est un chien qui adore le travail, qui adore les liens, qui a besoin beaucoup de stimulation mentale y compris. Donc, les chiens ne font pas les chats et puis on s'attire, hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, en fait, elle avait besoin de stimulation. Donc, j'ai commencé à poser des commandes, j'ai commencé à lui apprendre plein de choses. L'éducation classique a été vite dépassée parce que bon, bah, c'était trop facile. Et je suis tombée à regarder les concours de dog dancing. D'ailleurs, c'est international, hein, il y en a partout. Et j'ai commencé à l'entraîner dessus. Donc, en fait, c'est une vraie aventure de lien entre le chien et le maître, puisque tout se fait dans le jeu, dans la joie, dans les croquettes. Il y a aucune contrainte. Le chien aime faire ce qu'il fait par le jeu, par l'amour du jeu. Et donc, en fait, voilà, on a fait des chorégraphies sur une musique Charleston, on a une chorégraphie J'aime jardiner avec mon chien, on a une chorégraphie sur la scène de Vanessa Paradis. Bon, il y a une petite chaîne YouTube mais si on tape dog dancing, on tombe sur les vidéos. C'est exceptionnel et c'est une aventure pour moi qui m'a beaucoup apporté. En particulier, ma chienne est ma coach en lâcher prise. C'est vraiment, je suis coachée par ma chienne. Euh, une histoire que je raconte dans mon livre et que je voulais raconter à TEDx, peut-être que je le ferai un jour, c'est comment un jour elle m'a montré qu'elle voulait plus faire ce que je lui imposais. Moi, dans mon bulldozerisme, je voulais faire mieux, plus, s'entraîner plus, etc. Elle voulait juste jouer. Elle n'avait rien à faire des notes, des concours et des coupes. Donc, il m'est arrivé 2 fois à Grand Prix de France,
pour arriver au Grand Prix de France, il y a la compétition avant, il y a la préparation de chorégraphie, donc il faut trouver la musique, il faut trouver le costume, il faut poser les commandes sur la musique, il faut tout roder, il faut que le chien puisse le faire sans croquette pendant 2 minutes dans un espace où il y a des gens et des chiens autour. C'est assez challengeant comme aventure. Et 2 fois, on arrivait au Grand Prix de France et elle s'asseyait en plein milieu de notre chorégraphie, elle commençait à se gratter. C'est-à-dire que la musique continue, moi je lui dis de faire des choses, elle sait parfaitement le faire. Elle a démontré multiples fois qu'elle connaissait par cœur la Corée, mais ça l'intéressait pas. C'est pas ça qu'elle voulait. Le jeu se terminait, elle sentait l'enjeu que je mettais dedans et elle me disait je joue plus à ce jeu-là. Et donc, c'est aussi comme ça que j'ai commencé à jouer beaucoup. Enfin, aujourd'hui, c'est mon challenge. Hein, il y a l'émotion qui arrive, c'est bien. C'est de lâcher les enjeux et jouer. Parce que c'est quand on joue qu'on est vrai, on se connecte à soi, notre enfant intérieur, et puis on est au mieux de ce qu'on peut apporter. Voilà l'histoire. Magnifique, j'adore. Donc, j'adore découvrir des nouvelles choses. Donc, merci pour cette découverte. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui, grâce à toi, auront découvert le dog dancing. Et puis, merci d'avoir fait ces très jolis liens avec une thématique qui aussi me touche beaucoup. Notre propension à mettre tellement d'enjeux euh, dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que nous montrons, exposons. Et on en perd si facilement cette joie si simple du jeu. Et je crois que c'est un trait assez, voilà, des personnalités atypiques, on va dire, de cette faculté à mettre tellement d'enjeux dans le sens de poids, de charge, et tout devient lourd. Et, et en contrepoint, parce que je ne veux pas rester dans cette lourdeur, on a aussi quand même des sacrés atouts. Est-ce que tu peux nous en parler, des super atouts des zèbres et hypersensibles? On va dire, on va faire un grand ensemble. Souvent, ça va, il y a des liens entre ces deux traits-là. C'est quoi les plus jolis atouts qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur? Euh, et là, je vais mettre juste le mot atypique pour pas rentrer dans des étiquettes. Eh bien, écoute, comme tu en as parlé, je pense que ce qui m'est venu en premier, je vais aller comme ça, complètement en spontané, c'est notre capacité de mettre ce qu'on ressent en mots. Cette capacité à ressentir profondément ce que nous on ressent, si on est connecté à soi, bien sûr, j'entends bien qu'il y a des challenges là-dedans, et ce que l'autre ressent et le mettre en mots, le décrire, le mettre en image, et du coup, le rendre euh, entendable, le rendre lisible, écoutable, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, du coup, euh, proposer une vraie image verbale ou autre, mais là, en l'occurrence verbale, à un autre interlocuteur pour amener dans notre monde, pour pour créer de nouveau ce lien. Moi, je trouve que ça, c'est absolument exceptionnel. Et quel dommage si les personnes qui nous écoutent ne l'utilisent pas dans leurs posts, dans leurs vidéos, dans tout ce qu'ils peuvent faire pour communiquer, justement. Parce que ça, pour moi, c'est un vrai atout. Une autre chose que je trouve exceptionnelle aussi, et encore une fois, si on se fait confiance, parce que ça, si on se fait confiance, je crois que c'est ça qui est l'essentiel, c'est l'intuition. Mhm. L'intuition, euh, on sait qu'elles sont des bonnes personnes. On le sait, on le sent. Si je parle de l'intuition en ce qui concerne les personnes, mais enfin, je vais en parler peut-être d'autres choses. Mais voilà, on sait, on s'attire à des personnes, on a envie de faire des choses. Par exemple, partenariat, par exemple, si on parle dans l'entrepreneuriat. Pourquoi on ne les fait pas? Et quelle chose géniale de juste envoyer un message comme ce qu'on a dû faire avec toi, Valérie. Je sais plus comment, je me souviens pas comment c'est venu entre nous, mais on a dû s'envoyer comme ça, soit commenter, soit envoyer un message, mais parce que ça vibrait. Et Mhm. intuitivement, on se connectait. Si on se fait confiance là-dessus, il y a des belles choses qui se créent. C'est pareil, par exemple, intuition par rapport aux deux actions qu'on a envie de mener. Euh,
l'idée arrive, derrière l'idée arrive la façon de faire. On a 8 secondes pour que notre cerveau n'arrive pas derrière en disant non, 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 pas comme ça, fais autrement, etc. Si on fait confiance et si on suit cette intuition, comment c'est bien, comment c'est le mieux, quelle est la meilleure façon, on fait des choses de façon légère, on fait des choses en jouant, le résultat est toujours waouh. Moi, mes meilleures idées sont arrivées comme ça, comme un. Oh, je sais pas si je peux le dire dans ton podcast, mais je vais être moi-même, comme l'envie de pisser. Excuse-moi. Voilà, moi je suis assez directe dans les mots. Ça arrive comme ça, et si on le saisit, c'est un énorme avantage. Si en revanche on ne se fait pas confiance, on ne sait pas comment ça arrive, ou on le met dans le couvercle, dans le bocal de nouveau, avec couvercle par-dessus, ben, on loupe cette occasion. Si je devais dire que c'est de là, par exemple, c'est de là. Voilà, il y en a plein d'autres choses. L'empathie, je pourrais parler de l'empathie, mais Hmm. surtout quand on travaille avec l'humain. Certes, parfois on se fait mal, mais si on se fait mal, c'est qu'on est vivant. Si on était mort, on se ferait pas mal. Donc, l'un dans l'autre, moi j'aime bien être vivante finalement. Ok, ça fait parfois mal de ressentir l'autre avec une force, une intensité trop importante pour nous, pour notre petit cœur. Mais en même temps, c'est que comme ça qu'on peut créer des vraies relations avec nos clients, par exemple. Je sais que toi aussi, tu as une communauté fidèle et dans lesquels tu apportes de la valeur et ils t'apportent de la valeur, c'est le même cas pour moi. Gratitude, gratitude à cette sensibilité, parce que je pense que sinon, rien ne pourrait être possible. Ouais. Hmm. Voilà, écoute, je m'arrête là parce que je peux parler de ça longtemps. Je crois qu'on pourrait faire au moins 3 épisodes de podcast, hein. Je vais essayer d'en avoir beaucoup plus. Mais c'est ce qu'on se disait quand tu es venu dans mon Quand je podcast. suis venue Moi, chez toi, c'est ce qu'on épisode s'était 1. dit déjà. Et là, du coup, on est au deuxième round et on approche de la fin, mais on pourra prendre un autre rendez-vous pour poursuivre et approfondir. Alors Complètement. justement, comme on approche de la fin, Vesselina, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme message à des femmes entrepreneurs voilà, qui se trouvent singulières, on va dire, et qui voient ça comme un frein, un obstacle, qui se sentent retenues avec ça? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Se connecter. Alors, ce que j'ai envie de dire, rappelez-vous comment font les enfants. Rappelez-vous que l'enfant n'a pas peur, qu'il ouvre grand les yeux, puis qu'il tente des choses sans savoir ce que ça va lui apporter, un bobo à la tête ou au contraire un bonbon. Il n'en sait rien du tout. Et je crois que c'est cette chose-là qui nous permet de oser, de vibrer juste, de rayonner, d'apporter de la valeur. C'est quand on se connecte à ce qui est vrai. Et pour moi, l'enfant intérieur, il est vrai, il est sans ses codes, il est sans ses normes. Tu parles de hors normes. J'en parle beaucoup aussi de normes. Lui, il connaît pas les normes sociales, il connaît pas tout ça, ce qu'il faut. Et c'est là où on dépasse le ce qu'il faut, il faut, je dois, et on devient qui on devait être juste plus grandi, peut-être mature, avec toute l'expérience qu'on a avec nous, mais avec l'âme qui est restée intacte. Voilà, connecter à notre enfant intérieur, pour moi, je pense que c'est une clé. Mm. Revenons en enfance. Et c'est tellement joyeux. C'est Ouais. là que se retrouve aussi l'âme du jeu. Du jeu, du joie. Écoute maintenant ma formule que je vais bientôt communiquer certainement. J-E, plus J-E-U, égale joie. Hmm. Les 3J, moi, je vais bientôt l'appeler 3J, tu vois. J'en ai pas encore parlé, je l'ai écrit il y a quelques jours, ça m'est venu comme ça, ça me paraît juste pour moi, ouais, aujourd'hui. J'adore et j'adhère. Bon. Merci infiniment, Vesselina, pour ce très bel échange. Je vais mettre tous tes liens dans les notes du podcast. Est-ce que tu peux dire là aux auditrices et auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver, celles qui voudraient justement tisser d'autres liens avec toi? Quels sont les espaces? Oh, c'est une bonne question, hein. Il suffit de mettre mon nom sur Google. Je crois que j'apparais dans plein d'endroits. YouTube, chaîne aux zébrés, LinkedIn par mon nom, Vesselina Malum, Instagram.
Moi et Heureuse, mon compte Moi et Heureuse, sur Moi et Heureuse, le site.fr, sur osezvray.fr, et puis dans tous les messages possibles, impossibles. Ah oui, et podcast Osezvray. Enfin voilà, il y a plein de moyens. J'adore les contacts, j'adore les aventures avec les autres. Je contacte très facilement, je connecte très facilement avec les autres. J'adore découvrir, donc voilà. Et évidemment sur Amazon, dans mon livre Osezvray. Voilà, ce magnifique livre. Alors, je vais le montrer pour la version vidéo. Voilà, je l'ai à côté de moi. Un superbe livre qui est Merci. disponible sur Amazon. Donc, j'ai une très chaude recommandation pour cet ouvrage. Merci infiniment, Vesselina. Ça a été vraiment une joie de t'accueillir. Merci hein, Valérie. Écoute, comme je ne doutais absolument pas que ça allait être une expérience formidable de toutes les couleurs et c'est encore plus en fait. J'aime beaucoup ce que tu vibres. J'ai adoré tes questions et j'étais très contente de partager en toute vulnérabilité et en toute émotivité tout ce que je peux partager. Vraiment, merci de m'avoir invitée. Je suis honorée et très heureuse. Merci à toi. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.